Votre fidélité nous enchante, aimables téléspectateurs, bonsoir et merci d'être à l'heure. Voici les titres du journal. Le processus de paix en Guinée, la problématique de la mise en œuvre des derniers accords interguinéens. On en parle ce soir avec le président de la Fondation Diriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, Elhadji Diriba Diaby. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci, nous serons en direct avec vous tout à l'heure. Et puis le président de la République du Ghana séjourne à Conakry ce jeudi. Il a rencontré l'ex-première dame de la République, André Touré. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié séculaire entre la Guinée et le Ghana. Les patrons et autres promoteurs de médias, l'école des stratégies de financement des organes de presse, initiée par l'URTEL-GUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. L'objectif est de trouver des sources de revenus pour le paysage de l'audiovisuel qui fait face à plusieurs contraintes. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République du Ghana s'est rendu ce jeudi à Koléa chez André Touré, ex-première dame de la République, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre Nana Akufo-Addo et le PDG RDA de feu président Ahmed Sékou Touré, d'une part, et de l'autre entre la Guinée et le Ghana. Au cours de cette rencontre, la délégation ghanéenne a rendu un vibrant hommage au père de l'indépendance guinéenne, ami et compagnon de lutte du Ghanéen Kwame Nkrumah. Compte rendu Aminata Keïta, Mohamed Lamine Kaloga. C'est dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et de solidarité que le président de la République du Ghana, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans l'ancienne famille présidentielle. Nana Akufo-Addo veut redynamiser les relations séculaires entre son pays et la Guinée. Comme il est de coutume en Afrique, quand les grands chefs d'État se déplacent, ils essaient de voir l'origine des panafricanistes dont ils sont les successeurs. Donc s'il est là aujourd'hui, c'est pour venir dire bonjour à la famille du feu président. C'est eux qui ont abrité ici le professeur Osagyefo Kwame Nkrumah. Donc c'est un signe de reconnaissance. Réconforté, le secrétaire général du PDG RDA se dit satisfait de cette visite. Nous sommes toujours honorés de vous avoir parmi nous. Et vous singulièrement, Excellence, Monsieur le Président, puisque nous savons qu'à beaucoup d'égards, comme le président Kwame Nkrumah, vous êtes Guinéen. Avant vous, et certainement après vous, beaucoup de Ghanéens viendront rendre visite dans cette maison. Et la raison, c'est que cette maison est la maison du président Kwame Nkrumah. Ce pays, la Guinée, est le pays du président Kwame Nkrumah, qui en a été le co-président. Au cours de cette visite chez André Touré, ex-première dame de la République, Nana Akufo a interpellé les peuples africains à l'union sacrée pour contribuer au développement social et économique du continent. Tenir compte de ce qu'on essaie de faire maintenant, surtout l'idée de collaboration, de coopération, de solidarité entre les peuples africains pour bâtir un avenir beaucoup plus bénéficiaire de ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on pense, et je pense que ça c'était la base de l'analyse qu'ils ont fait dans le temps, que si on ne fait pas ces collaborations, ce sera difficile de surmonter les problèmes qu'on a. Et je pense que ça reste toujours valable comme point de vue, comme base d'analyse. Cette visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo dans la famille de feu Ahmed Sékou Touré s'est clôturée par la prise des photos de famille. Je vous l'annonçais dans les titres, répondre aux nouvelles exigences du marché, trouver de nouvelles stratégies de financement et de recettes des médias. Tels sont les objectifs d'un atelier organisé par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Pour y parvenir, elle a lancé le débat ce jeudi entre professionnels en vue de faire face aux contraintes qui pèsent sur les médias, notamment ceux de l'audiovisuel. Compte rendu, Lansana Traoré. Vous avez aujourd'hui beaucoup de directeurs qui n'arrivent plus à soutenir les charges parce que tout simplement, à chaque fin de mois, ils sont obligés de prendre l'argent dans la poche pour subvenir aux besoins de l'entreprise. Il y a aussi
le côté comportemental de certains responsables de médias, mais aussi en grande partie des journalistes sur le terrain. C'est pour répondre à ces préoccupations que l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée a organisé cet atelier d'échange avec les patrons de presse. La démarche vise à résoudre les problèmes de finances auxquels sont confrontés les médias. Si la situation devait rester telle qu'elle est actuellement, il est fort probable que dans 2 ans, que la quasi-totalité des médias guinéens audiovisuels risque de disparaître par faute de moyens. Mais les gens ne voient que l'aspect économique dans les médias. Ce n'est pas le seul aspect. L'argent n'est pas dans la nature. L'argent, c'est dans la tête. C'est à la tête de réfléchir et de trouver où creuser l'argent. Et de trouver où trouver les personnels compétents, les moyens techniques qu'il faut mettre en place pour que l'organe marche. Cet atelier de renforcement des capacités des patrons de presse face aux changements qui s'opèrent dans le monde médiatique en vue de les aider à s'adapter au marché va s'articuler autour de plusieurs thématiques. Le thème de mémoire que j'ai présenté à l'Université de Lille pour le management des médias, c'était comment transformer la notoriété d'un site internet en un outil économique. Et on peut rentabiliser n'importe quel organe de presse. Le modèle économique ne va rien vous servir si, au préalable, on ne sait pas comment communiquer même sa stratégie de positionnement. Vous avez les meilleurs journalistes, obligatoirement, vous allez faire les belles émissions et les gens vont vous écouter, vous aurez des auditeurs et finalement vous aurez des annonceurs. C'est comme ça. La comptabilité saine et la production des émissions de qualité sont également au menu de cet atelier. Si vous n'avez pas une comptabilité saine, comment vous pouvez aller devant les banques pour demander un prêt? Dans le modèle économique, on va voir tout ça. Une radio peut produire quelque chose et vendre à d'autres radios. Des émissions. Des émissions qu'une télévision a créées et qu'elle a vendues à d'autres télévisions. Qui pense à cela? On dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, à partir de septembre déjà, les gens commencent à s'appeler. Jusqu'à présent, la subvention, là, c'est pas venu. Ça détaille cette année. Le marketing média, via la rentabilité, la promotion, la continuité, les relations entre patrons de presse et journalistes et l'élaboration d'un modèle économique de presse audiovisuelle seront abordés. Une façon pour les responsables des médias de trouver de nouvelles sources de financement. Nos seules ressources financières, c'est les spots. C'est les spots que les gens nous envoient. Et en plus de l'accompagnement de l'État en ce qui concerne la subvention annuelle. Au contraire, dans certains États, les gens refusent des subventions parce qu'ils pensent que l'État peut les corrompre à travers cette subvention. L'État peut les faire taire à travers cette subvention. C'est des menaces pour la presse. Mais aujourd'hui, si l'État arrête cette subvention, je vous le jure, on ne va pas attendre 2 ans, M. Kamara. L'année prochaine, certains vont fermer. En plus des apports de cet atelier d'échange, l'Urtelgui initie des projets allant dans le sens de la bonne marche de l'audiovisuel en Guinée. C'est pourquoi à l'Urtelgui, on a un projet qu'on a initié, qu'on va introduire du côté de l'Assemblée nationale pour permettre aux médias de vivre comme ça se passe en France, comme ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un prélèvement sur les factures d'électricité des citoyens. Avec cet atelier d'échange, des patrons de presse, de nouvelles compétences et des techniques d'adaptation des actions et contenu des médias aux nouvelles réalités du marché seront acquises. L'humanité a célébré ce 17 mai la journée mondiale des télécommunications, de la société et de l'information. Cette année, c'est sous le thème Big Data pour un méga, l'impact sur la vie de la population guinéenne que cette journée a été placée. Son Tiforissouma nous en dit plus. Le développement de la science et de la technologie a fait du monde un village planétaire. Le 17 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de télécommunications. Le développement de ce secteur a de nos jours révolutionné le monde. Grâce au NTIC, l'on peut être sur place et communiquer avec le reste du monde. Mais certains citoyens l'utilisent pour ternir l'image d'autrui. Il faut être beaucoup prudent. Des appareils, il faut les garder constamment et mettre les mots de passe. On a vu les gens se faire arnaquer. Des étrangers, une fois qu'ils ont accès à ton identité, peuvent fabriquer un faux compte à ton nom, bien accéder à ton compte bancaire et puis prendre tout ce que tu as en réserve. Jamais se connecter partout où tu vas. Avec l'avènement des big data, l'on assiste à une nouvelle forme de délinquance qui mérite un traitement spécial.
La cybercriminalité, par exemple, c'est prendre les informations de Facebook, de Twitter, de quelqu'un qui vient pirater le compte, qui essaie de faire du mal à quelqu'un, par exemple, à travers le cyber. C'est bien de jouer, comme Einstein l'a dit, la science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. La lutte contre la cybercriminalité est désormais considérée comme un défi mondial. L'œil de la rédaction se penche sur la nouvelle guerre des tranchées entre les acteurs politiques amis hier devenus des adversaires jurés. Des attaques aux stratégies, le fossé se creuse davantage entre les acteurs de l'opposition guinéenne. Cette désunion pourrait conduire à l'éclatement ou du moins à l'implosion de cette coalition politique. À cela s'ajoute la signature du dernier accord politique. C'est donc une guerre de l'opposition contre l'opposition. Mfali Guilavogui nous en dit plus. Le roi est mort, vive le roi. 2020 n'est pas pour demain, mais les Guinéens du jour au jour se situent sur leur destin. La classe politique guinéenne se recompose peu à peu, se fractionne méli-mélo aux grandes dames des populations visiblement prises en otage. L'opposition d'Alpha Condé encore sur la sellette. Les amis d'hier sont devenus des ennemis jurés. L'opposition républicaine semble céder du fait des deals et autres arrangements entre elle et le locataire de Sékou Touréa. Les plus radicalistes d'ailleurs, puisque depuis la signature du dernier accord politique du 12 octobre dernier, c'est la détente politique ou du moins la décrispation à jamais. Après la pluie, le beau temps, dit-on, entre le prince de Sékou Touréa et ses anciens adversaires. Et c'est Alpha Condé, le gentleman politique, le gagnant. L'opposition républicaine, l'opposition plurielle sont toutes dans de sales draps. Depuis quelques semaines, on assiste à la guerre des tranchées entre Cellou Dalein Diallo, Aboubakar Silla, Alouseni Makanera Kake, Papa Koli et Si contre Dr Faya Melimouno, Sidi Touré, Lansana Kouyaté, que sais-je encore. Une ligne de front, en tout cas fragmente désormais les anciens amis de l'opposition républicaine. Cette crise a donné naissance à deux nouvelles coalitions politiques, le Front anti-troisième mandat en gestation et la coalition des partis politiques pour la rupture qui a lancé ses activités il y a quelques jours. La dernière s'est dûment attaquée à la première, la jugeant de médiocre et trop proche de Sékou Touréa. Elle se donne comme objectif le réveil de conscience des Guinéens et compte réussir partout où l'opposition républicaine a échoué. Et comme une réponse du berger à la bergère, la dernière aussi a mis la puce à l'oreille des Guinéens. Son credo, s'opposer jusqu'à la dernière énergie au tripatouillage de la constitution guinéenne, c'est-à-dire son amendement, sa modification et sa révision. Pour réussir, Cellou Dalein Diallo et ses collègues se montrent favorables à élargir leur front à tous les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition, de la mouvance présidentielle, ainsi qu'à tous les acteurs de la société civile et à tous les syndicats. Donc c'est la guerre des anciens amis, celle des stratégies en attendant 2020. Autrement dit, l'opposition dans l'opposition, ou du moins l'opposition contre l'opposition, qui sortira gagnante. Place à l'instant à la rubrique L'invité du journal qui reçoit pour vous et en direct depuis sa fondation l'ambassadeur de la paix El Hadj Diriba Diaby. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être en direct sur la télé Évasion Guinée pour une question d'ouverture. Après plusieurs mois d'absence, vous êtes rentré en Guinée il y a quelques jours. Qu'est-ce qui a motivé votre retour au bercail? Merci madame pour votre question. D'abord, c'est mon pays que j'aime beaucoup, la Guinée. Et je ne souhaite pas être à l'extérieur plus de 2 ans sans rentrer dans mon pays. Cette année, j'ai eu 18 mois avant de revenir avec beaucoup de plaisir de venir retrouver ma famille, mes amis et tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui sont avec nous. Et en même temps aussi avec cette heureuse occasion pour inaugurer la fondation El Hadj Diriba Diaby pour la paix, la maison de la paix, la maison de tous les Guinéens.
Et puisque vous parlez de la fondation que vous-même vous avez bâtie en Guinée, dites-nous quelles sont ses missions et ses attributions dans le processus de maintien de la paix. Vous savez, la fondation Elhadji Djerba Diaby a une seule motivation, c'est la paix dans nos foyers, la paix dans nos villes, la paix dans notre pays, la paix en Afrique, la paix à travers le monde. Donc la fondation Elhadji Djerba Diaby a pour mission à prévenir, car vaut mieux prévenir que de guérir. Donc nous comptons sur notre fondation à sensibiliser les Guinéens, à sensibiliser les Africains, à sensibiliser à travers le monde entier. La raison pour laquelle nous nous sommes battus pour avoir notre agrément en Europe. Aujourd'hui, nous pouvons parler au nom de la paix en Guinée, comme nous pouvons parler au nom de la paix en Afrique, et nous pouvons parler le nom de la paix dans le monde entier. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de continuer à dire les Guinéens, sans la paix, rien n'est possible dans notre pays. D'accord. Et dites-nous, votre structure, est-ce qu'elle est basée seulement en Guinée? Comme je viens de vous dire, nous avons une base qui est déjà installée à Paris et dans 15 de villes françaises. Et nous avons nos représentants qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne. Nous avons des représentations en Asie et dans beaucoup de pays africains sur lesquels nous pensons qu'avec nos maigres moyens, car je vous rappelle que la fondation Elhadji Djerba Diaby nous compte que sur Dieu et sur les bonnes volontés, nous n'avons pour le moment aucune aide ni d'un État, ni d'un autre organisme. Donc, pour mettre nos représentants dans tous les pays où nous voulons et nous comptons être représentés, nécessite des moyens. Donc, nous continuons à nous battre pour que notre fondation soit représentée dans tous les côtés où nous pouvons être besoin. Et là, vous dites que vous n'avez pas de soutien de la part d'aucun État africain, de même qu'en Europe. Comment comptez-vous trouver le financement de vos projets? N'allez-vous pas quand même prêcher dans le désert? Je suis le président fondateur de la Fondation pour la paix. Avant que cette fondation ne soit créée il y a 2 ans, Elhadji Djerba Diaby a fait presque 20 ans en tant qu'ambassadeur de la paix. Je ne pense pas si nous allons marcher dans le désert, les gens, les bonnes volontés, comprendront un jour que ce que Elhadji Djerba Diaby fait comme mission, c'est une mission de Dieu et nous allons réussir. Vous comptez réussir, mais est-ce qu'il y a une nécessité réelle de réconcilier le peuple de Guinée? Madame, nous avons d'espoir. Notre espoir, les Guinéens, ce sont des croyants. Notre espoir, la Guinée est un pays béni. Donc notre pays a besoin de senser la mentalité et que le pardon revient dans notre pays. Les gens se comprennent et les gens se pardonnent et qu'une réconciliation soit effective, que ce ne soit pas dans la bouche, mais que ce soit dans le cœur des hommes. Elhadji Djerba Diaby, ambassadeur de la paix, une dernière question avant de vous quitter. Il y a 1 an précisément, vous avez rencontré séparément le Premier ministre chef du gouvernement et le chef de file de l'opposition Elhadji Cellou Dalein Diallo en vue de relancer le dialogue politique. Un accord a été signé à cet effet le 12 octobre 2016. Aujourd'hui, la mise en œuvre de tous ces points de cet accord fait des vagues au sein de l'opinion politique et l'opposition républicaine a récemment menacé de reprendre ces manifestations de rue si toutefois l'accord obtenu n'est pas appliqué au pied de la lettre. Quelle est votre analyse sur ce bras de fer en vue? Merci madame de votre question. Les Guinéens sont tous, ont tous le mémoire sur notre rôle que nous avons joué pendant que tout était bloqué dans notre pays. J'ai été reçu par le Premier ministre de l'époque, j'ai été reçu par le chef de l'opposition Elhadji Cellou Dalein Diallo. Nous avons mené beaucoup de médiations en coulisses. Mais lorsque l'accord final a été signé,
On n'a pas entendu parler des rôles de Ella Djerba Diaby et sa fondation. Cela ne me décourage pas, ça nous donne encore des motivations de continuer. Mais je pense que nous avons joué des rôles et nous continuerons à jouer des rôles. Et les Guinéens verront que Ella Djerba Diaby a une expérience de la matière et nous allons tout faire par la grâce de Dieu que la paix règne dans notre pays, la compréhension règne entre les dirigeants de ces pays. De ça, c'est un acquis. On se dit, on voit le professeur Alpha Condé et Elaï Selou Dalein Diallo et Sidia Touré dans le même salon en train de se donner la main. Ça, c'est de ça beaucoup. Donc, à mon avis, c'est un début. Nous continuerons jusqu'à la fin. La Guinée va retrouver la paix durable par la grâce de Dieu. Elhadj Diriba Diaby, ambassadeur de la paix, merci d'avoir répondu en direct depuis le siège de votre fondation à nos questions. Merci madame, merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci. Voilà, était en direct à l'instant même sur Évasion Guinée, Elhadj Diriba Diaby, président de la fondation Diriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale. La suite du journal, c'est dans un court instant. Et puis, cet autre sujet de notre édition d'information, la problématique du port des habits extravagants chez les jeunes filles reste un sujet qui suscite des débats ces derniers temps par les religieux, surtout à l'approche du mois saint de Ramadan. Une situation qui préoccupe certaines religieuses du centre islamique de Donka. Ces dernières s'engagent pour le respect des valeurs islamiques à travers le mode vestimentaire chez les jeunes filles. Bangali Kamara, Mohamed Lamine Kaloga nous en disent plus. Actuellement, les habits qualifiés d'extravagants portés par les jeunes filles, surtout avant le Ramadan, laissent à désirer. C'est pour cette raison que certaines femmes religieuses de la capitale et des hommes de culte ont fait de leur credo le respect des normes d'habillement à l'approche du mois de pénitence. Parmi ces principes, les femmes ont leur part de cartes à jouer. Les femmes ici dans le Ramadan, on peut le dire comme ça, ils ont un grand rôle. D'abord, elles font leur ménage parce qu'elles sont mariées à cause de ça. Les bonnes actions, cela veut dire quoi? Même pour le développement du pays. Parce qu'on ne peut pas réunir ici ces femmes-là, on dirait des animaux. Non, elles sont là respectueusement, elles sont musulmanes, elles demandent de respecter les cultes. Elles doivent respecter leur foyer conjugal. Donc ici, ils doivent respecter leur mari. Et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Face à cette situation, ces femmes religieuses de la capitale expliquent leur part de vérité dans le processus de bonne attitude des femmes au sein de la société. Nous les femmes, nous devons changer nos mauvais comportements, même en dehors du mois de Ramadan. Pendant le mois, cherchons la bénédiction de nos maris et des musulmans. Il faut connaître nos maris et les personnes démunies. Selon elle, le mauvais comportement et le port des tenues extravagantes par les jeunes filles dépendent des parents. Le comportement des jeunes filles, c'est leur maman qui doit appliquer ça. Si le carême est là, les jeunes filles s'habillent très bien. Après le mois de carême, elle fait ce qu'elle veut. C'est leur maman. Puisque si on prend une décision pour notre enfants, vraiment, elles vont faire ça. Mais si on laisse nos enfants comme ça, abandonner les enfants, ce que les enfants veulent, c'est ça qu'ils doivent faire. Souciés de la bonne éducation des jeunes filles et du bienfait, surtout pendant le mois de Ramadan, ces éducateurs religieux exhortent les femmes à mieux se comporter. La femme doit se comporter pendant le mois de Ramadan très bien. Le bon comportement d'hier qu'il va multiplier, les 80% qu'il fait pour son mari, il multiplie ça à 100%. Et ceux qui sont au marché, nos sœurs, nos femmes qui sont au marché, qui font mesure de pot de riz ou bien d'huile ou bien de sucre, de 4 000 à 4 500 bon, que le mesure n'est pas au complet. Donc de compléter leur mesure à 100%, ça aussi c'est de bien fait au mois de Ramadan. Cette situation devrait interpeller les uns et les autres, surtout les responsables des familles, à l'approche du mois de Ramadan pour le respect des principes islamiques.
Un mot de sport pour boucler ce journal. Le Silicadet de Guinée a fait un match nul ouvert d'un but partout contre les Lions indomptables du Cameroun hier mercredi au stade de Port-Gentil. C'est au Gabon et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le point, c'est avec notre envoyé spécial depuis le Gabon, Marie Fioula. Cette rencontre décisive entre Guinéens et Camerounais s'est soldée sur un score d'un but partout. Au terme de ce match, le sélectionneur guinéen s'est exprimé en ces termes. Alors physiquement, oui, ça pesait, parce que voilà, il faut l'avouer, une équipe avec un kiné, c'est inadmissible. Vraiment inadmissible. Et c'est surtout ça les jeunes, ce n'est pas des professionnels. Après le match, 2 jours, 3e jour, l'équipe joue contre des adversaires comme le Cameroun et le Ghana avec un kiné, c'est inadmissible. Donc ce n'est pas seulement le seul kiné qui peut faire revenir les gamins tout de suite. Physiquement, ça a beaucoup pesé sur les gamins. Pour sa 3e sortie contre le Ghana, Souleymane Camara garde l'espoir pour se qualifier en demi-finale. Ben alors, comme on n'a pas été dominé pendant tout le match, on s'ennuie de se ressaisir, être serein, se dire rien n'est fait, penser à gagner contre le Ghana. Donc on peut se dire on a 99% de chances pour se qualifier en demi-finale. Avec ce résultat d'un but partout, certains supporters ont exprimé leurs sentiments. Et bien voilà, moi je félicite très bien l'équipe. Et bien voilà, tout le monde sait que l'équipe guinéenne a très bien joué cette fois-ci. Les enfants, moi je suis convaincu qu'on va se retourner avec la coupe cette fois-ci en Guinée. Vraiment, on est content. On est content de l'équipe de la Guinée. On est content d'avoir quand même le match nul. Après cette rencontre, le Silicadet de Guinée disputera son 3e match le samedi prochain contre le Ghana à Libreville. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève ce journal. Vous pouvez retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres sur notre site web le www.groupeevasionguinée.com. Bonsoir chez vous.